Bonjour, bon réveil en ce vendredi matin. Le 7-9 commence sur Média TV au programme 2 heures d'information continue, l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal. Voici les titres. Face à la progression de l'État islamique, les États-Unis pressent la Turquie d'agir. Ankara refuse pour l'instant d'envoyer des troupes en Syrie. Les djihadistes ne sont pourtant pas loin de la frontière turque. Ils contrôlent désormais un tiers de la ville kurde de Kobané. Un attentat ensanglante la capitale du Yémen. Hier, un kamikaze s'est fait exploser à proximité d'un rassemblement de partisans de rebelles chiites à Sanaa. Bilan très lourd, 47 morts et 75 blessés. Le pays s'enfonce un peu plus dans le chaos politique, 3 jours après la démission du Premier ministre. L'aide-soignante espagnole qui a contracté le virus Ebola est aujourd'hui en danger de mort. Son état de santé s'est détérioré. L'inquiétude de la communauté internationale grandit quant à la progression du virus. L'ONU lance un cri d'alarme et réclame davantage d'aide. On commence ce journal avec l'actualité au Proche-Orient et l'avancée des djihadistes de l'État islamique en Syrie. Ils contrôlent désormais un tiers de la ville kurde de Kobané. Les frappes de la coalition internationale n'ont donc pas permis d'empêcher leur avancée, ni la résistance acharnée menée par les forces kurdes, moins bien équipées que l'État islamique. Manal El-Ardari. La crise ne cesse de s'aggraver à Kobané, là où la coalition internationale poursuit sa lutte contre Daesh. Les combattants de l'État islamique auraient pris le contrôle d'un tiers de la ville, selon les forces américaines. Les États-Unis ont mené hier 14 frappes aériennes contre des positions de l'EI, des attaques jugées insuffisantes par le Pentagone qui appelle la Turquie à envoyer ses troupes à Ain al-Arab. Ankara réclame pour sa part la constitution d'une zone tampon, mais Washington refuse encore cette option. Du côté turc de la frontière, des voix s'élèvent pour secourir les Kurdes de Kobané. Nous sommes des Kurdes, ils devront soit nous permettre de traverser la frontière, soit autoriser l'armée kurde à mener une opération terrestre. Nous allons rester ici, même s'ils nous attaquent avec des canons à eau et du gaz lacrymogène. Pas question de nous retirer. À Ankara, la situation dégénère depuis 4 jours. Les manifestants pro-kurdes qui sont descendus dans la rue ont violemment affronté les forces de l'ordre. Plus de 22 personnes ont trouvé la mort dans ces violences, selon les médias turcs. De son côté, Washington a dépêché le patron de la coalition internationale à Ankara, où il a rencontré le Premier ministre Ahmed Davutoglu. La semaine prochaine, une équipe militaire américaine est attendue en Turquie pour des discussions sur les mesures urgentes et nécessaires pour affaiblir l'État islamique. Au Yémen, la guerre civile menace après la démission du Premier ministre mardi sous la pression des rebelles chiites. Le pays bascule dans la violence. Un attentat-suicide a fait hier 47 morts à Sanaa, la capitale. Un kamikaze a fait détonner sa ceinture d'explosifs près d'un rassemblement de partisans des rebelles chiites. Des témoins ont décrit des scènes d'horreur. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porterait la marque d'Al-Qaïda. Et puis hier également, une autre attaque suicide a tué 20 soldats dans la province de Hadramout dans le sud-est. Selon plusieurs observateurs, le risque d'un conflit ouvert entre Al-Qaïda et les rebelles ne cesse de grandir. Autre pays secoué par les violences, la République centrafricaine. Depuis mercredi, Bangui connaît un regain de tension. Hier soir, un casque bleu a été tué et 8 autres ont été blessés lors d'une embuscade contre un convoi de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Toutes les victimes appartiennent au contingent du Pakistan et du Bangladesh. Par ailleurs, les violences intercommunautaires ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés en 2 jours. Direction le Mexique à présent, où l'espoir de revoir les 43 étudiants disparus s'amenuise. La police a découvert hier 4 nouvelles fosses clandestines sur les indications de 4 détenus supplémentaires dans cette affaire. Les 43 étudiants disparus le 26 septembre dernier après avoir été victimes d'une attaque de policiers locaux et de membres d'un gang de narcotrafiquants. C'est dans ce contexte qu'a été arrêté hier le chef du cartel de drogue de Juarez, Vicente Carrillo Fuentes.
Il était l'un des criminels les plus recherchés du pays. Je vous en parlais en titre. En Espagne, l'état de santé de la malade atteinte d'Ebola se dégrade. L'aide-soignante serait aujourd'hui en danger de mort. Teresa Romero, 44 ans, est la première personne ayant contracté le virus Ebola en dehors du territoire africain. 13 autres personnes ont été hospitalisées en Espagne par précaution. Elles n'ont pas de symptômes mais sont en observation. Le virus Ebola a tué à ce jour 3900 personnes à travers le monde. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé qu'il fallait multiplier par 20 l'aide actuelle pour espérer enrayer la maladie. Et hier, le gouvernement marocain a affirmé que le Maroc avait réussi à faire face de manière judicieuse au danger du virus Ebola. Le Maroc a été parmi les premiers pays à mettre en place un système de détection, de vigilance et d'intervention rapide, a déclaré Moustapha El Ralfi, porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse. Rappelons que si les mesures de détection ont été renforcées, notamment dans les aéroports, la Royal Air Maroc a décidé, par solidarité, de ne pas suspendre ses vols en direction des pays africains confrontés à cette épidémie. À ce sujet, écoutez plutôt Ilham Kazini, directrice de développement à la RAM. Alors, le maintien des vols sur les pays touchés par l'Ebola s'inscrit dans la politique d'ancrage de Royal Air Maroc dans son milieu naturel qui est l'Afrique. Elle est en droite ligne avec la politique du pays qui prône le développement et la solidarité avec les pays africains. Il répond également aux appels des organisations mondiales impliquées dans la lutte contre le virus d'Ebola. Toujours au Maroc, en bref, un mot de politique. Le roi Mohamed VI présidera aujourd'hui à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 9e législature au Parlement. À cette occasion, le souverain prononcera un discours devant les membres des deux chambres. Discours qui sera retransmis à 15h45. On part maintenant aux environs d'Azrou, plus précisément à Aït Iya ou Ala, un village qui manque de tout. La militante franco-marocaine Aziza Lamrani apporte de l'aide aux habitants depuis presque 10 ans. Elle a fondé une association en 2005 qui n'a toujours pas assez de fonds pour mener le combat. Les précisions d'Amina Benralek. Des dizaines de cartables, de maillots et de ballons de football. Comme à son habitude, Aziza Lamrani ne vient pas les mains vides à Aït Iya ou Ala, un village qui lui tient à cœur. C'est mon village natal, je suis née à Etiala, ma vie est en France, à Toulouse, et mon cœur est ici. Et je pense que c'est nécessaire de faire des actions humanitaires pour le Maroc en tant qu'MRE. Quand Aziza Lamrani part en France avec sa mère, elle n'a que 5 ans. Pourtant, elle garde des souvenirs de toute une année passée à l'école Hassan Bnou Tabit. Et c'est sans doute pourquoi elle crée l'association Grandir à Aït Iya ou Ala en 2005. Depuis, elle apporte le maximum d'aide aux habitants de la région avec le peu de moyens qu'elle a. Il faut savoir qu'on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, on travaille à notre petit niveau. Voilà, on a beaucoup de donations matérielles, financières, on se débrouille nous-mêmes avec les amis, les familles. Et donc on fait ces actions parce qu'il y en a besoin au Maroc. Même sans budget, l'association se débrouille pour être là dans les moments difficiles, surtout l'hiver. Un hiver toujours très froid dans la région. En 2012, des radiateurs et des couvertures sont distribués à l'école et aux dispensaires du village. Aujourd'hui, l'association fonctionne grâce aux bouches à oreille, au Maroc mais aussi en France. Car Aziza Lamrani mobilise tout son entourage à l'Espinasse en région toulousaine autour de sa cause, sortir Aït Iya ou Ala de l'isolement. Pour terminer ce journal, la Fondation Nobel poursuit sa remise de prix après la médecine, la chimie et la physique. On connaît désormais le nom du lauréat du prix Nobel de littérature. Il s'agit de l'écrivain français Patrick Modiano. Il succède à la Canadienne Alice Munro, primée l'année dernière. Les détails dans ce sujet, signé Salma Bouchafra. La porte s'ouvre enfin et le secrétaire permanent de l'Académie suédoise fait son apparition. Cet instant, les médias du monde l'attendaient depuis des heures. Peter England s'apprête à annoncer le prix Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2014 est attribué à l'écrivain française Patrick Modiano pour ses arts de la mémoire avec lesquels il a fait surgir le destin les plus insaisissables et découvrir le monde vécu sous l'occupation.
C'est donc Patrick Modiano qui décroche le prestigieux prix. Il est le 15e auteur français à être récompensé par l'Académie suédoise. Une distinction pour une œuvre presque toute centrée sur la Seconde Guerre mondiale. Dans ses romans, Patrick Modiano dépeint le poids des événements tragiques de cette époque sur le destin de personnages ordinaires. C'est un peu tout ce qu'on attend quand on va lire un Modiano, c'est retrouver cette atmosphère particulière, souvent ce Paris très particulier, c'est les rues de Paris, ces livres sur les souvenirs, sur le passé, un passé qui ne passe pas en général, qu'on essaye de retrouver sans trop vouloir le retrouver, ce que d'aucuns ont appelé la petite musique de Patrick Modiano. Le Nobel de littérature est le 4e prix attribué cette année. Après la médecine, la physique et la chimie, suivra le prix Nobel de la paix. Le nom de l'heureux élu sera connu aujourd'hui. Cette année, parmi les favoris, le pape François II, la militante pakistanaise Malala ou encore l'ancien consultant de l'agence de sécurité américaine, Edward Snowden. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant de voyager, d'aller voir plus en détail ce qui se passe du côté des États-Unis. On retrouve ce matin notre correspondant Frédéric Autran en direct depuis New York. Bonjour Frédéric. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors on va parler tout d'abord politique Frédéric, puisqu'il reste moins d'un mois avant les midterm elections, les élections de mi-mandat. Oui, le 4 novembre prochain, les électeurs américains sont appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Le principal enjeu de ces élections, c'est de savoir si les démocrates vont perdre le contrôle du Sénat au profit des républicains. La Chambre, quant à elle, elle est républicaine et elle le restera, on en est convaincu. Alors pour gagner la majorité au Sénat, eh bien, les républicains ont besoin de rafler 6 sièges supplémentaires par rapport à ceux qu'ils ont déjà. Et selon les instituts de sondage, eh bien, la course s'annonce très serrée. Ça va se jouer dans quelques États comme l'Iowa, l'Alaska, l'Arkansas ou encore le Colorado. En tout cas, si jamais les républicains, Allison, arrivent à gagner le Sénat, eh bien, ils contrôleront l'ensemble du Congrès. Et ça veut dire que ce sera encore plus difficile pour Barack Obama, eh bien, tout simplement de faire passer la moindre réforme dans les 2 années à venir, sauf à négocier très dur avec les républicains. Et dans ce contexte, eh bien, ces 2 dernières années en tant que président risquent d'être très, très longues. Alors on le comprend Frédéric, la perte du Sénat serait un coup dur pour les démocrates et en particulier pour Barack Obama. Est-ce que du coup le président est très impliqué dans la campagne ? Eh bien, justement, Alison, pas du tout. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, Barack Obama est devenu tellement impopulaire aux États-Unis, il est à peu près à 40% d'opinion favorable, que beaucoup de candidats démocrates préfèrent qu'ils ne viennent pas les soutenir dans leur État. Ces derniers jours, on assiste donc à une scène assez surréaliste puisque Michelle Obama, la First Lady, qui est beaucoup plus populaire que son mari, eh bien, elle se déplace un peu partout dans le pays pour aller apporter son soutien aux candidats démocrates. Elle fait des meetings, mais elle y va toute seule, sans Barack Obama qui reste à la Maison-Blanche. On imagine que c'est frustrant pour le président qui, vous savez, a toujours beaucoup aimé faire des grands discours de campagne. C'est ce qu'il avait un peu signalé aussi lors de la campagne de 2008. Alors qu'est-ce qu'il fait Barack Obama ? Eh bien, il récolte de l'argent pour le Parti démocrate, c'est ce qu'on appelle le fundraising, la levée de fonds. Et ça, il le fait très bien, il participe à beaucoup d'événements mondains. Hier soir, par exemple, il était sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles, un dîner organisé par l'actrice Gwyneth Paltrow. Et chaque participant à ce dîner avait dû payer 15 000 $ pour s'offrir eh bien, la compagnie pendant quelques heures du président américain. On termine rapidement, Frédéric, avec quelques mots du virus Ebola qui continue de faire beaucoup parler aux États-Unis. Hier à Washington s'est tenue une grande conférence sur le sujet. Oui, vous l'avez évoqué dans le journal, conférence en présence de nombreux intervenants de premier plan, dont le patron de l'ONU, Ban Ki-moon, les patrons aussi de la Banque mondiale et du FMI, Alpha Condé, le président de la Guinée, l'un des 3 pays les plus touchés par le virus. Alors évidemment, beaucoup de déclarations. On peut retenir 2 éléments principaux de cette journée. Le premier, c'est la déclaration du patron du Centre américain de prévention des maladies. C'est l'agence fédérale qui gère toutes les questions de santé publique aux États-Unis. Il a dit tout simplement qu'Ebola risquait de devenir le prochain SIDA. Il a rappelé que selon certaines estimations de Washington, de son agence, plus de 1 400 000 personnes pourraient contracter la maladie d'ici janvier dans la région si les efforts pour la contrôler ne sont pas suffisants. Et puis le deuxième élément marquant, Alison, c'est ce chiffre communiqué par la Banque mondiale.
selon la banque, 32 milliards de dollars. C'est ce que pourrait coûter l'épidémie d'Ebola à l'économie de cette région Afrique de l'Ouest. Frédéric, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité chez vous. À très bientôt sur Médien TV. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Qui a-t-il dans vos journaux ce matin? Taoufik Anasseri s'est levé tôt pour les parcourir. Il nous parle des investissements dans le réseau autoroutier du Maroc ou encore de la 4e année législative du Parlement. Regardez.